Bonjour à tous. Longtemps annoncé mais jamais effectivement exécuté, ou du moins pas dans son intégralité, la suppression des subventions de carburant reste d'actualité au Nigeria. En vigueur depuis 1973, les subventions sont considérées par une majorité de Nigérians comme l'un des rares avantages dont ils jouissent en tant que citoyens d'un pays producteur de pétrole, ce qui en fait une patate chaude aux mains des gouvernements successifs qui ont touché avant d'y renoncer à cause de fortes tensions sociales. Par exemple, en 2012, le président Goodluck Jonathan, qui les avait supprimés, s'est heurté à une grève générale et avait dû faire marche arrière au bout de 15 jours. Et en 2016, le président Muhammadu Buhari les avait à son tour supprimés avant de les rétablir de façon stratégique. Et pourtant, ces subventions pèsent lourd sur le budget de l'État fédéral et leur suppression pourrait permettre d'économiser au moins 2 milliards de dollars par an. Dans ce numéro d'Espace Éco, il s'agira de comprendre les subventions pétrolières au Nigeria, pourquoi les gouvernements successifs tentent de les supprimer en vain et quelles seront les conséquences de ces suppressions. Bienvenue à tous. La discussion juste après ceci. Et pour mener cette discussion, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Servais Afouda. Bonjour. Bonjour. Géographe, économiste, enseignant-chercheur à l'Université de Parakou au Bénin. Vous êtes également le directeur administratif du laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale l'ARES. Merci et bienvenue. C'est nous qui vous remercions. Également sur ce plateau avec nous, Casimir Pédior, qu'on ne présente plus. Bonjour. Bonjour Crépi. Journaliste, vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information économique, Nouvelle Économie. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tout le plaisir pour nous. Alors, quand on parle de subventionner le carburant au Nigeria, docteur Afouda, de quoi s'agit-il exactement? La subvention est une mesure d'État qui vise, en tenant compte du pouvoir d'achat des populations, à réduire le prix d'achat d'un produit. Je donne un exemple. Si le coût de production du maïs, par exemple, c'est 100 francs le kilo, et que l'État estime que la population ne peut pas satisfaire ses besoins en l'achetant à 110 francs, par exemple, le prix auquel le paysan aurait voulu l'acheter et aurait voulu le vendre, subventionner, par exemple, l'État peut dire je paye pour le consommateur 25 francs et au lieu que le produit coûte 110 francs, il reviendrait à 85 francs ou 95 francs. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'on parle de subvention. Donc, c'est ce que l'on met à la disposition du consommateur pour qu'il accède au produit, mais pas au prix qu'il faut, mais au prix un peu moins coûtant, alors que la production donne un prix directif. Alors, comment en est-on arrivé au Nigeria à subventionner le pétrole? À subventionner le pétrole, n'oublions pas que au Nigeria, le pétrole est devenu une rente. Rente en tenant compte de deux manières d'analyser la question. Premièrement, lorsque le pétrole a été découvert en 1956, les sociétés qui devraient l'exploiter ont mis en place un dispositif et le prix à la pompe était tel que les gouvernements successifs, depuis Gowon et même avant, jusqu'à nos jours, le gouvernement a compris qu'à ce prix, et surtout lorsqu'on est passé à la monnaie nationale, le Naira, on ne pourrait pas avoir au prix coûtant ce produit indispensable pour tout ce qu'il y a à faire dans le pays. Et les gouvernements ont décidé de subventionner le produit. On ajoute au consommateur quelque chose pour qu'il accède au produit. Et conclusion, ça a permis non seulement à la population d'accéder au produit, mais après, on a compris aussi que le produit n'est plus
ne nourrit pas l'économie domestique. Ça permet aux pays voisins aussi d'accéder aux produits par des circuits qu'on peut appeler circuits informels. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, lorsque le pétrole nigérien, le brut à l'exploitation, permettait à l'État d'augmenter de façon inconsidérée ses recettes d'exploitation, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des ambitions au niveau de la population et surtout des hommes politiques. Ces ambitions se sont traduites par une production d'État fédéral. Les États fédérés sont nés de 3 au départ, donc au début des années 60-61. On en est arrivé aujourd'hui, on est à 36 États au Nigeria. C'est une forme de décentralisation de ce qui est au niveau fédéral et les États ont à charge de gérer donc, à leur niveau sur les territoires fédérés tout ce qui peut être comme administration politique et là, les directives de l'État fédéral descendent complètement jusqu'au niveau de la base, donc les local governments, pour que ce qu'on veut du fonctionnement de la fédération puisse être géré au travers des États fédérés. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Les deux leviers actionnés pour subventionner, ça a été donc, accroître le pouvoir d'achat du consommateur en lui baissant le prix, mais c'est l'État qui paye. Et la deuxième chose, on a essayé de rapprocher l'administration de l'administré au travers des États fédérés. Ça a un coût. Alors, Casimir Pédion, nous avons écouté Dr Servet Afouda, mais quelque part aussi, si le Nigeria, premier producteur de brut sur le continent africain, s'est senti obligé de subventionner le carburant, est-ce que c'est pas parce que il y a ce paradoxe-là du pays qui produit le plus, mais qui importe le produit en son état raffiné? Merci Crépy, et c'est d'ailleurs toute la problématique donc, de cette émission. Quand on parle du pétrole au Nigeria, c'est 2 paradigmes. Pays producteur, donc en termes donc, de brut, et comme l'a dit le professeur depuis 1956, que le Nigeria est devenu officiellement pays producteur. Mais de l'autre côté aussi, c'est le premier pays consommateur de produits raffinés, issus donc des produits pétroliers sur le continent. Lorsque nous prenons déjà l'effectif donc de ce pays-là, c'est un très grand consommateur en termes donc de produits raffinés. Et donc, en même temps que ce pays produit donc le brut, il est contraint à aller acheter, donc à importer les dérivés donc du pétrole sur son sol avant donc de pouvoir satisfaire aux demandes donc de sa population. Et à ce que le professeur a dit, j'ajouterais ceci: subventionner donc l'achat au niveau donc du consommateur revient à l'État, du moins est pour l'État une mesure compensatoire donc de cette capacité qu'a le pays à disposer donc des raffineries, enfin pas des raffineries, à disposer du brut et à ne pas pouvoir répondre aux aspirations du peuple à travers la transformation, à travers l'industrialisation. Donc l'État se veut ici un peu regardant, un peu conciliant, en monnayant ou du moins en réservant une partie donc de la devise issue donc de la vente du brut, en le rétrocédant cela à la population. Et ceci en économie sinon en économie facile, on dira que l'État fait donc de l'inclusion financière, de l'inclusion économique, en voyant donc un peu le pouvoir d'achat donc de la population pour que véritablement l'équilibre soit réalisé. Donc voilà un peu autour de quoi le Nigeria aujourd'hui est à la fois bon producteur du brut de pétrole et mauvais donc transformateur donc du brut, et ceci affecte non seulement son économie mais affecte aussi les populations. Et pour ne pas rester donc en marge, le Nigeria a donc décidé de subventionner. Depuis 1956, la question donc de la subvention du pétrole a traversé beaucoup de paradigmes au point où aujourd'hui le politique se demande, est-ce qu'il faut continuer donc par être le Père Noël donc des consommateurs de 200 millions donc, et au-delà, le professeur l'a dit. Est-ce que le Nigeria va continuer par alimenter 2 blocs
géographique du continent, à savoir l'Afrique de l'Ouest d'un côté et l'Afrique centrale, en subventionnant son produit et voir ce produit-là sur ces territoires dits souverains et qui bénéficient donc de sa subvention. Donc, beaucoup donc, d'études ont été faites. Je crois que le professeur pourra nous donner beaucoup plus de détails parce que sa structure aussi a participé donc, à ces études-là pour voir dans quelle mesure arrêter la subvention, qu'est-ce que ça peut aujourd'hui permettre au Nigeria de faire en termes donc de plus-value, en termes donc d'économie pour pouvoir donc redistribuer dans d'autres secteurs de la vie économique et aussi sociale. Alors, quand on regarde le tableau peint par Kazmi Pejo, docteur Afouda, le Nigeria est quand même l'unique membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole ayant besoin d'importer encore du carburant raffiné et il souffre même souvent de pénurie, alors que c'est le premier exportateur du brut sur le continent. C'est quand même un paradoxe qui ne s'explique pas. Oui, le Nigeria produit, en fait, c'est le premier producteur africain. 2,5 millions de barils par jour, devant l'Angola. Et au niveau mondial, c'est le 13e producteur mondial. Vous comprenez donc la taille du Nigeria lorsqu'on prend les pays producteurs. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, le Nigeria, Malam, Obona, importe du raffiné à concurrence de 85% de sa consommation. Ça veut dire que ce qui est raffiné au niveau local, le Nigeria dispose de 4 raffineries en fait, mais qui, parce que très mal entretenues, plusieurs avant ça, mais 4 qui sont encore là, mais qui ne fonctionnent pas à plein régime, très en dessous nettement de leur capacité. Il était prévu pour 2020 la construction d'une raffinerie qui produirait environ 650 000 barils jour du richissime Dangote. Mais avec tout ce qu'il y a comme problème, c'est revu pour 2022. Mais avant 2022, c'est que pour le moment, le Nigeria importe massivement des produits raffinés. Mais vous imaginez, pour importer, c'est la sortie des devises. Et cette sortie de devises coûte très cher à l'État nigérian. Malgré toutes les politiques d'allocation de devises mises en place par la Central Bank of Nigeria, ça ne répond pas encore à l'évolution du contexte. Aujourd'hui, le Nigeria doit faire face non seulement à l'international, à tout ce qui relève de la baisse de sa monnaie, parce que la monnaie à cause des problèmes économiques, connaît une baisse par rapport aux autres devises et ça renchérit les coûts d'importation. Depuis 2019, le Nigeria connaît une récession économique. En 2019 et puis maintenant, cette récession est évaluée autour de 2,5%. Donc, une baisse de l'économie par rapport à 2019, qui n'était déjà pas en pointe par rapport à 2018. 2018, c'est environ 4,7% d'augmentation donc, du PIB. Entre 2018 et 2019, c'est 1,1%. Et vous comprenez qu'en 2019 et 2020, si on est à moins 2,5% du taux de croissance, ça veut dire que ce n'est pas la croissance, c'est la récession. La récession. Alors, ça pose des problèmes de liquidité énormes au Nigeria et de satisfaction des besoins qu'il fallait satisfaire. Et aujourd'hui, le Nigeria a le dos au mieux. Mais face à ça, une des techniques, c'est de dire, en tenant compte de l'effectif de la population, autour de 200 millions, faire ce qu'on appelle la vérité des prix. Est-ce que le Nigeria, les autorités peuvent faire acheter le produit tel qu'il est coûtant? Je crois que c'est la problématique de cette émission. Bien sûr. À mon humble avis, par rapport à tout ce qui a cause,
ces 30 ou 40 dernières années au Nigeria. Ils vont essayer, mais comme du temps de Jonathan, ils ne pourront pas. Non pas que l'effort à fournir ne sera pas là, mais les résultats ne seront pas à la mesure des efforts fournis. Parce que le Nigeria compte au moins 60-70% en termes de proportion de sa population, des gens qui ont des revenus très faibles. Et il y a une classe moyenne, autour de 20% qui est relativement riche, et une classe au sommet qui est richissime, 1% à peine, mais les 60-65% qui restent n'ont pas un pouvoir d'achat pour soutenir ce qui va être fixé comme prix d'achat à la pompe. Ce n'est pas possible. Mais en gros, cette suppression des subventions, peut-on dire que c'est un bon choix économique que le président nigérien Muhammadu Buhari est en train de faire? Il serait prétentieux de notre part, à la limite, de juger de la pertinence des mesures d'économie politique que prennent les dirigeants nigérians. Mais il y a une raison à ça. Cette raison, on essayait de la mettre en exergue. Mais ce qu'il faut ajouter par rapport à l'argumentaire, c'est que lorsqu'on regarde tous les résultats des mesures allant dans ce sens par le passé, on n'a jamais eu ce qu'on voulait. Et en se posant la question de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait, le pouvoir d'achat des Nigériens est tel qu'on ne peut pas libérer le prix du pétrole à la consommation tel qu'on le veut. En 2005, les tentatives ont essayé de porter le prix à 35% des prix réels. C'est tout ce qu'on a pu faire. Mais après, on n'a pas pu aller au-delà. Jusqu'à ce que Jonathan a essayé en son temps d'autres mesures. Et vous avez vu tout ce qui s'est passé. Au Bénin, ici, on a vu comment les gens venaient même chercher le pétrole à la pompe au Bénin. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas toujours évident pour un pays avec des 100 millions d'habitants que le Nigeria. En même temps, je retourne la question à Kazmi Pédio. Est-ce que ce choix économique est le meilleur que décider tout de suite aujourd'hui dans un contexte où il y a une crise sanitaire qui déteint évidemment sur l'économie de choisir de supprimer des subventions au Nigeria? Ce n'est pas le meilleur d'ailleurs. En 2016, le Nigeria a testé un programme national donc de carburant contre le pétrole brut, un programme qui visait donc à donner la possibilité donc à des importateurs, au total 132, qui donc étaient appelés à véritablement accompagner l'État dans la relance de ce qui convient d'appeler le brut contre donc le raffiné, et non le brut contre le dollar. Et ce programme a commencé à montrer ses limites. En 2018, déjà, on a vu que le pays peinait véritablement à pouvoir satisfaire les besoins en termes donc de produits raffinés, en termes donc de dérivés du pétrole. Le pays peinait donc à véritablement donner satisfaction donc à la population. Et ce qui ici a encore frappé davantage de plein fouet ce programme, c'est que ce que le professeur vient de décrire en termes donc de démographie, de boom démographique, qui, au lieu d'être un facteur déterminant, un facteur favorable, un facteur positif pour un pays, c'est plutôt un frein, un poids économique énorme auquel le Nigeria, l'État fédéral, devrait faire face. C'est les 60% de la population restée donc dans la précarité. 60% de la population qui, aujourd'hui, ont du mal à trouver un bon repas au quotidien et qui devraient faire face aux réalités des prix. Et donc, ça fait que lorsque des décisions comme ça sont étudiées et que des ballons d'essai veulent commencer, déjà, il y a des tensions, il y a des problèmes d'insécurité.
J'ai dit tension parce que la tension, c'est la moindre mesure, le moindre mal issu donc de cette décision, sinon que c'est des frappes, c'est une situation incontrôlable qui naît et parfois les gouvernants, un peu comme Goodluck Jonathan, si j'ai bonne mémoire, en 2012, étaient obligés de faire vote-face face à une décision qui pourtant était courageuse, qui avait commencé donc par porter ses fruits. Arrêter la subvention. D'une mesure sociale, aujourd'hui, le Nigeria, d'un papa bonheur, d'un père Noël, le Nigeria, l'État fédéral, se sent donc dans cette labyrinthe de social et d'économie, au même moment où ces 4 raffineries sont quasiment en baisse de forme avec près de moins de 445 000 barils jour, alors que l'opérateur économique Dangote tourne actuellement, enfin, si les choses devraient donc aller dans le bon sens, devraient tourner autour de 650 000 tonnes, et que 4 raffineries appartenant donc à un État fédéral incapable, j'allais dire donc de produire moins de 450 000 tonnes, vous comprenez que c'est un échec. Et quand même, qu'au même moment, près de 100 milliards donc, de dollars ont été engloutis pour la renaissance donc, de ces 4 raffineries qui n'ont absolument rien donné. Vous comprenez aujourd'hui que lorsque vous avez ces chiffres et que vous annoncez aux populations que vous allez arrêter la petite subvention, entre griffes, excusez l'expression de la petite subvention, les gens ne comprennent pas cela. Les gens ne comprennent pas qu'il y ait des maniants donc, du pétrole au pays qui se mettent plein les poches, alors que eux, on leur demande encore un effort supplémentaire. Et donc, véritablement, cette mesure, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, j'analyse un peu comme le professeur, mais je dis, cette mesure, pour moi, ne semble pas encore la bonne. Il va falloir véritablement que le Nigeria puisse trouver le mécanisme par lequel il va industrialiser sa production, industrialiser donc sa matière première pour en faire véritablement un produit d'économie, un produit de devise donc à la population pour que on ne puisse pas assister un jour à quelque chose d'insupportable au niveau donc de ce pays. Après ce que Casimir Pédia vient de dire, c'est vrai, vous l'avez également souligné, c'est parce que la population a un pouvoir d'achat assez faible qu'ils n'arrivent pas à accepter quand un gouvernement prend une telle décision. Mais cette fois-ci, le président Muhammadu Buhari non plus ne le prend pas à cœur joie, mais il a dit quelque chose de très important. Les provisions nécessaires pour continuer à subventionner le carburant, on ne l'a plus. Et donc, si on ne continue pas à subventionner le carburant, on ne va pas pouvoir développer le secteur de la santé, on ne va pas pouvoir développer le secteur de l'éducation et le pays, forcément, ne va pas avancer. Oui, vous savez, en 2019, tout près là, ce que les produits pétroliers engrangeaient comme recette à l'État, c'est presque 5% du PIB. Ça veut dire que c'est des sommes colossales. Avec ça, l'État pouvait encore résister et dire je subventionne. Aujourd'hui, on est dans un contexte de récession. Et ils n'ont même pas d'argent pour importer si on ne sait pas faire. Ça veut dire que, à terme, la consommation du carburant, même à l'interne, est menacée. Mais puisque c'est la consommation des produits pétroliers, entre autres, qui est le nœud gordien, accélérant du coup aussi la récession, le président Buhari n'a pas d'autre choix que de lancer ça comme un avertissement, et puis après, dans l'application, on verra comment ça va s'appliquer. N'oublions pas que la subvention qu'accorde l'État nigérian sur le secteur pétrolier, au travers donc des prix à la consommation, c'est pas seulement les Nigérians qui en profitent. Hein. Le Bénin en profite. Au-delà du Bénin, parce que les flux de produits
pétroliers qui partent du Nigeria aujourd'hui et qui viennent au Bénin, ça continue au Burkina ou au Nord-Togo. Et puis il y a le Niger qui en prend, il y a le Cameroun, il y a le Tchad, il y a même la République centrafricaine. Donc tous les pays voisins du Nigeria profitent de la subvention. Alors, c'est vrai que si on veut totaliser la population de ces différents pays-là pour voir quelle est la proportion dans la consommation totale, à peine on sera à 20%. Mais ce qu'il est important de souligner, c'est que dans un contexte de récession, on raisonne pour dire comment on fait pour sortir la tête hors de l'eau. Et la mesure de suppression des subventions en est une dans la stratégie. Alors, si on veut dire comment les gens vont subventionner, il y a plusieurs techniques de subvention. Vous allez acheter au prix coûtant, à la pompe. Il y a d'autres techniques. Il y a des taxes. Et là, ça ne va plus être forcément peut-être le consommateur, mais peut-être les médias qui sont en train de produire. C'est-à-dire les grandes sociétés, les multinationales qui produisent le pétrole. Mais là encore, c'est que ces sociétés se plaignent du fait qu'il y a tellement de taxes qui leur sont imposées que s'il faut payer toutes ces taxes, et d'ailleurs comme elles le payent, ces sociétés en viennent à comprendre que le coût du produit devient des plus onéreux de la région, donc dans le monde. Conclusion, le levier à actionner ne peut plus être du côté des sociétés productrices, mais davantage au niveau de la consommation. Mais la consommation, si on veut aussi agir, il faut baisser certaines taxes intermédiaires avant d'arriver à la pompe. Est-ce que l'État nigérian peut en arriver là? Parce que aussi, ce qui est prélevé, lorsqu'on veut voir l'assiette fiscale au Nigeria, ça permet d'avoir environ 8% du PIB. Donc 4,5 à 4,6 pour seulement le secteur pétrolier. Donc vous comprenez que ce n'est pas une mince affaire. Comment l'État nigérian va en arriver à dire je privilégie une mesure de suppression sans que le déséquilibre de l'ensemble du fonctionnement connu pour l'économie nigériane ne tombe complètement et dans un contexte de récession qu'on met en exergue ici. Voilà. Est-ce que c'est une façon de dire que le gouvernement nigérien risque une fois encore de faire votre face? Je ne vais pas risquer de le dire. J'ai dit tantôt, entre 2003, 4, 5, les gens ont réussi par des techniques à supprimer la subvention. C'est vrai qu'il y avait aussi le tollé général, mais ce qu'ils avaient escompté, supprimé, ils n'ont pas pu faire ça. Ils n'ont renchéri la vérité des prix qu'à 35%. Donc, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas fait. Mais ils ont fait dans quelles conditions et quels sont les autres arbitrages, les autres formes de compensation qu'ils ont dû faire pour que la population au moins ne crie pas trop ou bien n'hypothèque pas les résultats de cette subvention partielle. Donc c'est de ça qu'il est question. Alors, Casimir Pédior, entre le pouvoir d'achat des Nigérians qui est menacé et de l'autre côté la crise économique qui a été induite par la crise sanitaire de Covid-19 et tout, pensez-vous que cette fois-ci, c'est parti pour être supprimé totalement? Oui, je suis sur cette question-là, je suis optimiste, je dirais oui. Contrairement à 2005 et à 2012 et 2016, il faut dire que la crise qui a commencé en 2017 et qui a vu la récession dans laquelle le pays est plongé depuis 2018-19, donc, cette crise laisse aujourd'hui aux Nigériens des éléments d'analyse donc d'une économie qui doit être restructurée mieux. Le président Buhari a pris sur lui la responsabilité de donner une nouvelle chance à l'économie de son pays, même si le pétrole reste et demeure donc la matière première essentielle. Le Nigeria veut aller aujourd'hui vers l'agriculture. Déjà, le pays veut cesser d'importer de façon sauvage et unilatérale
tout ce qu'ils consomment. Et donc, il y a un certain nombre de dispositions économiques qui ont commencé par voir le jour au niveau de ce pays. C'est vrai, ces mesures ont connu donc d'énormes difficultés. Déjà, quand on a voulu industrialiser un certain nombre de choses, on a été confronté encore à l'énergie qui n'est pas disponible. Mais aujourd'hui, le Nigeria est en train de travailler pour donner donc à son économie une certaine vitalité, non pas unijambiste, mais désormais à plusieurs variables. Aujourd'hui, on peut donc dire que le Nigeria est en train donc de gagner le pari de l'agriculture. Oui. Et ceci va sortir la population de l'extrême pauvreté, enfin, une frange de la population de l'extrême pauvreté vers quand même une classe intermédiaire. Non pas la moyenne, mais surtout pas laisser cette population dans la précarité. Ça fait quoi? Ça fait que le train de vie qui est cité ici comme facteur défavorable que l'État veut corriger serait naturellement corrigé par la population elle-même. Et de deux, les devises jadis qui se volatilisaient à travers les importations, désormais vont rester au pays. C'est vrai, vous me demanderez, est-ce qu'aujourd'hui le Nigeria pourra travailler, nourrir 200 millions d'habitants? C'est difficile. Et ça ne se fera pas du jour au lendemain. Le pays, je l'ai dit, a commencé par travailler sur ce mécanisme et je crois que des opérateurs, des investisseurs locaux ont été associés donc à cette initiative. Donc, moi, je trouve donc premièrement que la crise de 2017 qui a donc engendré la récession de 2019 est un facteur favorable à quelque chose malheur. Bon, est un facteur favorable. Deuxième élément donc de chance, d'opportunité donc pour le Nigeria, c'est donc cette relance de l'agriculture. Et troisième facteur favorable, c'est le coronavirus qui laissera une Afrique résiliente, une Afrique qui va renaître de ses cendres, une Afrique qui sera désormais associée aux grandes décisions du monde. Nous attendons certainement 2021 pour voir comment l'ordre mondial va rééquilibrer les choses. Mais aujourd'hui, des pays comme le Nigeria veulent prendre cette pandémie, cette relance, comme une opportunité. Il y a quelque chose également qui a commencé par voir le jour sur le continent qu'on appelle donc la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, où le Nigeria, attention, est allé non pas en spectateur, mais en acteur averti déjà d'un système tech CEDEAO pour imposer un certain nombre de choses. Donc, pour moi, je vois l'horizon nigérian prospérer à travers donc ces différents facteurs, certainement que le collège scientifique, les scientifiques me diront, écoutez, votre analyse a manqué de pertinence sur tel aspect de la chose. Parce que moi, je vois beaucoup plus le coronavirus comme une opportunité. Non, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'en jouant sur la démographie, on argumente que Covid-19 peut être un catalyseur pour relancer l'économie nigériane. Vous savez, lorsqu'on est un pays où la démographie est extrêmement importante, le premier levier qu'on actionne, c'est l'augmentation du pouvoir d'achat de la population. Ça permet de gérer à l'interne ce qu'on appelle l'économie d'échelle. Lorsque les gens commencent par avoir leur pouvoir d'achat élevé, ils peuvent acheter beaucoup plus. Et donc, on produit beaucoup plus. Et c'est ce que la Chine a fait. La Chine a joué sur le marché domestique en se disant, je vais produire moins cher pour exporter, mais je vais satisfaire la demande et j'engrange des revenus. Alors, je pense que pour le Nigeria, il ne faut pas davantage affaiblir le pouvoir d'achat des consommateurs, mais plutôt le maintenir, tout au moins si on ne peut pas l'augmenter, le maintenir au niveau où il est. Et du coup, en supprimant les subventions, ça va créer un autre problème. Encore que les pays voisins comme les nôtres jouissent énormément de cette subvention. On ne dirait pas que il faut pas que les gens laissent passer les produits pour que les pays voisins en tirent profit. Non, mais ce que je veux dire, l'argument
qui voudrait que le Covid devienne l'élément moteur pour que on déclenche une asymétrie de production ou bien même de consommation et donc d'augmentation de revenus. Je ne suis pas très... Mais par contre, je me dis, Covid peut permettre aux Africains, aux Nigérians, de réfléchir sur la manière de gérer par anticipation des cas de pandémie. Et du coup, la recherche du côté santé, sanitaire, les laboratoires de recherche doivent pouvoir dire comment on fait pour que les produits qu'on va pouvoir utiliser pour soigner les gens ne proviennent pas d'ailleurs. Justement, c'est pour développer ce volet-là du pays que le président Muhammadu Buhari voudrait suspendre les subventions. Alors, dites-nous, venons-en aux conséquences. Si il arrivait que le gouvernement nigérien mettait en exécution sa décision de suspendre ces subventions, quelles seraient les conséquences pour le Nigeria lui-même d'abord? Les premières conséquences. Les conséquences, c'est qu'on a dit toute augmentation. Au-delà de l'affaiblissement du pouvoir d'achat déjà. Oui, c'est le principal. Et puis le rôle moteur que le Nigeria joue au niveau régional, au travers ce qu'on ne dit pas, le rôle de leader, ça va prendre un coup. Parce que les produits qui traversent la frontière, produits manufacturés au Nigeria, qui traversent la frontière pour aller dans les pays voisins, le volume va baisser. Et si le volume baisse, c'est la notoriété du Nigeria au travers de ses acteurs privés qui prend un coup. Ça, pour le Nigeria, l'inflation est le drame d'une économie. Lorsque l'inflation est très forte, ça veut dire que le pays est par terre. La monnaie n'a même plus de sens. C'est une façon de dire qu'en supprimant la subvention, cela peut faire voler l'inflation. Mais ça va déclencher l'inflation. Et ils le savent. Les mesures évoquées par Casimir sur le plateau, oui. La chance aujourd'hui pour le Nigeria, la chance en partie pour le Nigeria, c'est que toute son économie n'est plus exclusivement basée sur les recettes pétrolières. Il y a un mécanisme pour développer l'agriculture, l'élevage et puis l'industrie locale. Mais dans un contexte d'augmentation des prix de l'énergie, tout vole. Tout vole. Et ça suscite l'inflation. Et ceux qui trinquent, c'est la basse classe. Voilà, c'est la basse classe qui consomme les produits de grande consommation. Voilà pourquoi, par rapport à ce qu'il y a comme industrie au Nigeria qui fabrique des produits de grande consommation, qu'il faut faire attention pour savoir comment on arbitre. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on peut faire, mais c'est de la macroéconomie pour savoir que lorsqu'on augmente à de telles proportions, tel secteur, en termes de coûts, quelle est la répercussion sur les autres secteurs et qu'est-ce qu'on gagne en retour par rapport à l'objectif final qui est de faire du Nigeria une puissance régionale. C'est ça la grande question. Donc la subvention peut avoir été une mesure politique, mais techniquement peut ne pas être possible. Casimir Pédion. Oui, en plus de ce que le professeur a dit, moi je dirais que la base donc, des prix, au-delà du Nigeria, c'est aussi les pays limitrophes. Un pays comme le Bénin a son économie à hauteur de 33% de son produit intérieur brut est lié à l'activité économique sur le Nigeria. Le pétrole en reçoit plus de la moitié, donc de ces 33%. Donc véritablement, s'il y a baisse, sinon arrêt des subventions, c'est qu'il y aura la base des prix au Bénin. Et s'il y a la base des prix, c'est qu'il y a l'inflation. Et s'il y a l'inflation, c'est que l'économie en souffrira. Les populations les plus démunies qui bénéficient donc de ça vont en souffrir. Et au-delà du Bénin, quand je dis le Bénin, c'est un modèle j'ai pris. C'est le Burkina Faso, c'est le Togo, c'est tous les pays limitrophes donc de ce voisin-là.
Au-delà de ça, vous avez aussi ce que ça peut entraîner, les soulèvements. Donc, ça quitte le champ économique et ça rentre dans le volet social, ça rentre donc au niveau de la politique et ça va amener, ça va drainer des vagues donc de soulèvement populaire. Ça va rendre donc nos États fragiles, véritablement fragiles. Et quand vous êtes fragile, vous êtes exposé donc aux autres chocs. Et donc, c'est là on découvrira véritablement qui est qui et qui fait quoi en Afrique. Et donc, véritablement, c'est une mesure que le Nigeria veut prendre. Mais moi, je pense que quand même, il doit y avoir aussi une certaine communication entre les autorités politico-administratives qui gèrent non seulement le Nigeria, mais aussi la sous-région. Il faudrait faire déjà des tests de simulation pour voir si on faisait ceci, qu'est-ce que ça va nous donner? Est-ce que ça a un impact sur notre population? Parce que le Nigeria ne va pas se sentir à l'aise en arrêtant les subventions, ils sont heureux ou quoi, et qu'il y a la guerre un peu partout autour d'eux. C'est pas possible qu'ils vivent en paix aussi chez eux, parce que s'il y a la guerre au Niger et au Bénin, parce que, enfin pas la guerre, les tensions, écoutez, la population est obligée de se rabattre sur le Nigeria. Donc, in fine, le problème que vous voulez éviter, vous en créez d'autres de plus grands. Il va falloir véritablement donc qu'il y ait une coordination, il y ait une discussion autour véritablement de cette question de baisse ou donc d'arrêt systématique donc de ces subventions. Oui, pour finir. Non, pour le Bénin, je crois qu'on n'a pas intérêt à ce que le Nigeria ne continue pas à subventionner. Parce que s'il ne subventionne pas, on aura presque au même niveau les prix à la pompe. Et au jour d'aujourd'hui, il y a environ 2,5 à 3 millions de Béninois qui vivent directement ou indirectement du commerce des produits pétroliers entre le Nigeria et le Bénin. Au moins 3 millions. Ça, c'est énorme. La deuxième chose qu'il faut voir, on parle les relations entre le Nigeria et les pays voisins doivent être repensées. Notamment, par exemple, si je prends le Bénin, on n'a pas intérêt à rester en conflit avec un pays comme le Nigeria. Vous l'avez dit, entre 35 et 40% de notre PIB proviennent des échanges avec le Nigeria. On n'a rien au plan industriel au Bénin. On n'a rien au plan de gestion de tout ce qui est structuration de l'économie par rapport à la consommation locale. On produit le coton, certes, mais le coton ne se mange pas. On a aujourd'hui à réfléchir pour savoir comment on industrialise tout, comment on transforme ce qu'on produit au plan agricole. Je crois que les efforts doivent aller dans ce sens-là pour altérer ou atténuer les biais qui peuvent venir de l'extérieur ou bien des pays voisins au Bénin. Mais je crois que les dialogues permanents entre le Bénin et puis les pays voisins doivent permettre d'amoindrir ces cas de choc. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Casimir Pédior, directeur de publication du quotidien béninois d'information économique Nouvelle Économie, et Servais Afouda, géographe, économiste, enseignant-chercheur à l'université de Paracourt au Bénin. Merci d'être passé avec vos différentes explications et analyses. On aurait vraiment voulu ajouter des choses, mais le temps nous est compté. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro d'Espace Éco. Vous avez également la possibilité de retrouver ce numéro sur notre site www.sikatv.info. Prochain rendez-vous dans une semaine, même heure, même fréquence. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur Sika.